Oui, on vous voit. Ok, parfait. Euh, Pour le forum, normalement, c'est tout en haut à droite, il y a la petite flèche et vous pouvez avoir la discussion. ouais, alors justement, j'essaie de voir conversation. Voilà, super. Ok, donc oui, oui, le diapo est pas sur Moodle parce qu'on avait des monifs de dernière minute, mais on vous le transmettra aujourd'hui, hein, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Donc ce que je voulais vous dire, c'était donc vous allez voir, c'est un diaporama qui est la représentativité de tous les enseignants de pharmaco, parce que c'est une matière extrêmement transversale, comme vous le savez, vous avez besoin de prescrire dans toutes les matières. Et ma tête en vise. Oui, alors vous allez voir, on va changer. Alors, on me demande de mettre mon visage, mais moi, je ne vois pas vos visages, c'est hyper asymétrique comme truc. Hop. Voilà, donc on est trois, le docteur Weiss, le docteur Bretagne et moi-même. Et donc l'idée, c'est de vous faire, on va pas, vous avez vu, comme c'est transversal, en 1 heure, on ne pourra pas rentrer dans tous les détails de tous les médicaments, c'est rigoureusement impossible. Donc c'est de vous faire des grands messages avec des espèces de grandes fiches mémo, avec l'essentiel à retenir et puis les pièges à éviter, quoi. D'accord, c'est un peu le. Donc après, des fois, pour les détails, il faudra retourner à votre cours parce que, bien entendu, vous allez voir, on a vraiment énormément de matière à balayer. Bien sûr, de toute façon, il y a le forum après pour lequel vous poserez des questions. Il me semble que pendant 24 heures, il y a un forum ouvert où vous pouvez envoyer vos questions. OK? Voilà, donc on va commencer par. Donc on va balayer tous les items. Donc le bon usage du médicament et le cadre de prescription. Donc le principe du bon usage, c'est ne pas oublier de se baser sur le bon diagnostic, les bons choix individuels en fonction du profil du terrain du patient. Bien entendu, un patient qui a un antécédent cardiovasculaire, on pourra certains médicaments seront contre-indiqués, des choses comme ça, et être dans le respect de l'AMM. Donc, la loi, c'est on obtient l'AMM, on évalue l'ASMR, l'amélioration du service médical rendu, et le prix est ensuite fixé par le CEPS. Il y a quand même des cadres pour prescrire hors AMM. C'est possible si on justifie sur le plan scientifique, si vous avez des bases scientifiques sur lesquelles vous basez votre prescription. Il y a également des médicaments qui sont en ATU, en autorisation temporaire d'utilisation. Donc, c'est des médicaments qui vont probablement, dont les niveaux de preuve commencent à être établis et qui vont pouvoir être prescrits spécifiquement. Alors, ça peut être des ATU nominatives ou de cohorte. Et puis, la LRTU, où c'est un médicament qui a une AMM dans une autre indication, mais pour lequel on va utiliser une recommandation temporaire d'utilisation dans une autre indication, une nouvelle indication. Alors, si ça ne veut pas passer, on ne va pas y arriver. Hop, voilà. Ensuite, vous devez vous souvenir qu'il y a le suivi thérapeutique pharmacologique qui vous permet donc de doser la concentration, notamment lors d'échecs thérapeutiques ou l'apparition d'effets indésirables, ou pour obtenir une posologie optimale, par exemple avec le lithium, ou quand on n'est pas sûr de l'observance du patient. Donc, ça, c'est possible si on a une réponse pharmacologique qui n'est pas accessible par mesure de l'effet, quand on n'a pas de biomarqueur. Donc là, et qu'on a une bonne relation concentration-effet, là, on sait que le dosage peut être utile, que la zone thérapeutique de ce médicament est étroite, qu'on a des variations pharmacocinétiques interindividuelles qui vont nécessiter justement de pouvoir mesurer la concentration pour chaque patient, au cours du temps également, qu'il existe de nombreuses interactions médicamenteuses qui pourraient faire varier cette concentration, et qu'on a une méthode de dosage fiable, bien sûr. Sans méthode de dosage fiable, ce n'est pas utilisable. Donc, c'est beaucoup utilisé, vous connaissez en général pour les antibiotiques, qui sont par exemple concentration dépendant ou temps dépendant, pour certains immunosuppresseurs, pour éviter, notamment dans le cas des greffes, par exemple, ou par exemple pour le lithium dans les psychotropes. En cas d'effet indésirable, ne pas oublier de détecter l'effet indésirable. Ça, en général, vous le faites bien, mais il ne faut pas oublier de déclarer au CRPV et le prendre en compte avec des conséquences individuelles pour le patient, mais également des conséquences avec l'ANSM qui peut éviter des modifications d'utilisation de médicaments. Pas oublier que, bien sûr, il y a la prescription, mais les effets indésirables peuvent apparaître à d'autres moments, au moment de la préparation, au moment de la dispensation, et donc ça implique toute la chaîne des soignants. L'approvisionnement, le transport, le stockage, les conditions de stockage de votre médicament, qu'il faut informer le patient, le surveiller, et il faut essayer de prendre en charge au moindre coût. Excusez-nous, on a un problème d'écho, quelqu'un a mis son son. Donc, pas oublier que la prescription, elle est individuelle et qu'elle est réglementée sous le coup de la loi. Donc, le cadre, c'est, en France, on a tendance, donc en théorie, oui, il y a une obligation, on me demande sur le forum, en théorie, il y a une obligation de déclarer tous les effets indésirables, même si en pratique, ça n'est pas toujours fait.
Donc, ne pas oublier, parce qu'en France, on a tendance à beaucoup prescrire de médicaments, mais des fois, la bonne prescription, c'est pas de médicaments. S'assurer que le patient a bien compris la prescription, parce que c'est ce facteur d'inobservance majeur. Il y a les différents types d'ordonnances que vous devez connaître. Donc, la simple, la sécurisée, qui va être avec plusieurs feuillets et une petite case en bas où vous devez préciser le nombre de médicaments. La bizone, donc pour les ALD, avec une zone supérieure, vous avez les médicaments qui sont en rapport avec votre ALD et la zone inférieure qui ne sont pas en rapport avec l'ALD, et les médicaments d'exception, avec un formulaire spécifique à remplir. Les médicaments, il y a différentes classes. Il y a ceux à prescription médicale facultative, où le médecin n'intervient pas forcément. Il y a les 3 listes, 1, 2, et puis les stupéfiants, avec des règles différentes de prescription à connaître. Et des médicaments à prescription restreinte, donc ça peut être des prescriptions uniquement hospitalières, ou par exemple des médicaments où la prescription initiale doit être faite par un spécialiste spécifique, un neurologue, un psychiatre, puis le médecin traitant généraliste peut renouveler au cours de l'année la prescription. L'ordonnance, quand vous faites une ordonnance datée, souvent c'est quelque chose qui manque dans vos premières ordonnances, prescrire en DCI, maintenant c'est obligatoire, et normalement tout est généricable et substituable. Il n'y a que 3 situations d'exclusion. Quand c'est un médicament à marge thérapeutique étroite et que le patient est stabilisé. Dans certaines situations en pédiatrie, lorsque la galine du princeps n'a pas d'équivalent générique qui appartient au groupe, ou quand il y a une contre-indication formelle à un des excipients. C'est maintenant les 3 conditions, mais normalement, tous les autres médicaments peuvent être substitués par le pharmacien sans demander l'avis au médecin. Donc, prescrire la durée, signer, voilà, les coordonnées, et puis les stupéfiants, vous avez des règles particulières en toutes lettres, avec une durée max de 28 jours, parfois fractionnable ou pas. N'oubliez pas que les prescriptions, ce n'est pas que les médicaments. Vous prescrivez des soins infirmiers, de la kiné, du transport, donc tous les certificats, tout ça, c'est vos prescriptions. Alors, je vais passer la parole à Marie pour la partie interaction médicamenteuse. Donc, je vais vous parler des interactions médicamenteuses qui peuvent être d'ordre pharmacocinétique ou pharmacodynamique. Donc, dans les interactions pharmacocinétiques, ce sont des interactions qui peuvent survenir au cours du devenir des médicaments dans l'organisme. Elles peuvent être au niveau de l'absorption, de la distribution, du métabolisme ou de l'excrétion. Elles impliquent notamment des principaux mécanismes qui sont l'inhibition ou l'induction d'enzymes du métabolisme des médicaments ou des protéines de transport de médicaments. Et il peut y avoir aussi d'autres mécanismes impliqués, notamment au niveau de l'absorption, comme certains médicaments qui vont modifier la biodisponibilité de certains médicaments, comme les pansements gastriques, par exemple. Ensuite, dans un second temps, on retrouve les interactions d'ordre pharmacodynamique. En fait, c'était là. Hop, c'est avec la molette. Avec la molette, pardon. Donc, les interactions d'ordre pharmacodynamique, où c'est une interaction au cours de laquelle l'activité pharmacodynamique d'un médicament va amplifier, ça va être une synergie additive ou potentialisatrice, ou au contraire s'opposer à l'activité pharmacodynamique d'un autre médicament. Donc ainsi, il faut bien distinguer les interactions par ordre additive, où l'effet produit par l'association est supérieur à celui obtenu avec l'un des médicaments utilisés seuls, et l'effet potentialisatrice, où l'effet produit par l'association est supérieur à la somme de l'effet de chacun des médicaments utilisés seuls. Et ensuite, on a l'antagonisme, où là, il va y avoir une diminution, voire une disparition complète de l'effet du médicament administré seul. Donc, dans les interactions pharmacocinétiques, les enzymes du métabolisme des médicaments peuvent être induites ou inhibées par de nombreuses substances étrangères, dont la plupart sont des médicaments. Et les 2 tableaux ici regroupent ces différentes substances, et notamment principalement les médicaments qui sont des inhibiteurs ou des inducteurs d'enzymes du métabolisme, et notamment ici plus particulièrement le 3 à 4. Ainsi, lorsque les conséquences d'une induction du métabolisme sur un médicament qui est administré sous forme active est d'augmenter la formation du métabolite inactif et donc entraîner une diminution de sa concentration plasmatique et une diminution de son efficacité clinique, voire une disparition de son effet. À l'inverse, lorsqu'on a les inhibiteurs du cytochrome, il va avoir une diminution de la formation du métabolite inactif et donc une augmentation des concentrations plasmatiques du médicament, ce qui peut entraîner une toxicité. Comme exemple, on peut avoir
l'exemple du tamoxifène et du CYP2D6 et des inhibiteurs de recapture de la sérotonine, avec le tamoxifène qui est une prodrogue qui a besoin d'être métabolisé par le 2D6 en endoxyphène qui est un métabolite actif, et la paroxétine est un inhibiteur de ce 2D6 et donc entraîne une baisse de la concentration plasmatique de l'endoxyphène qui peut aller jusqu'à 75% et réduire l'efficacité du tamoxifène. Dans les interactions pharmacodynamiques, comme exemple, on peut prendre, donc là c'est plutôt un exemple d'événement indésirable avec l'aspirine et les anticoagulants qui augmentent la synergie, c'est une augmentation synergique du risque de saignement. Alors, maintenant sur la partie antalgique. Donc d'abord, sur la douleur, vous devez connaître la démarche thérapeutique, c'est-à-dire les mécanismes douleur nociceptive versus neurogène, parce que vous allez voir que ce n'est pas du tout les mêmes médicaments. Donc pour les nociceptives, donc vous devez connaître les caractéristiques sémiologiques. Je ne reviens pas là-dessus, parce que vous avez des cours spécifiques. Donc on va utiliser des antalgiques classiques dans les douleurs nociceptives. Il faut se souvenir des associations synergiques. Palier 1 plus 2, c'est synergique. Palier 1 plus 3, c'est synergique. Ça veut dire quoi synergique? Ça veut dire que l'effet de 1 plus 2 est supérieur à l'effet de 1 plus l'effet de 2. Ou l'effet de 1 plus 3 est supérieur à l'effet de 1 plus l'effet de 3. D'accord? Donc, les paliers ont été déterminés initialement dans des douleurs caractérisées dans une douleur onco. Maintenant, c'est utilisé, vous savez bien, de façon un petit peu plus large. Donc, douleur légère à modérée, palier 1, modérée à sévère 2, sévère 3. Et donc, d'une façon générale, c'est des antalgiques non opioïdes pour les douleurs de type 1, palier 2, opioïdes faibles et opioïdes forts pour les paliers 3. Avec tous les risques que ça comprend en termes de dépendance, dont il faut se rappeler, donc des traitements courts, adaptés à la douleur. Voilà. Dans les paliers 1, absolument souvenir de celui qui est le plus utilisé, qui en plus est en vente libre, c'est le paracétamol. Donc, avec des risques de surdosage et d'intoxication, c'est la première cause quand on fait un suicide médicamenteux. Là-dessus, on peut avoir une greffe en urgence puisque il y a la production d'un métabolite hépatotoxique, le NAPQI, et ça va conduire à une insuffisance hépatique sévère et un risque de transplantation, puisque même si on met l'antidote, bien sûr connaître l'antidote, N-acétylcystéine en intraveineuse, ça peut être insuffisant. Le néfopam, qui est donc un palier 1, parce que c'est une question qui revient souvent, donc c'est un palier 1, ne pas oublier qu'il a des actions sympathomimétiques et anticoénergiques. Et les AINS, toxicité rénale et digestive, dont il faut se rappeler, et vasculaire pour les COX-2, et ça va être vu ensuite dans la partie anti-inflammatoire et immunosuppresseur. Pour les paliers 2, donc la codéine, c'est inconnu. Donc, je vous ai mis des équivalents de doses pour le 10 mg de morphine orale, donc c'est 50 mg de tramadol, 60 mg de codéine. Donc, la codéine, c'est un opioïde faible qui est métabolisé par CYP2D6. Et le tramadol, pas oublier que non seulement c'est un opioïde faible, agonise les récepteurs opioïdes mu, mais également qu'il est inhibiteur de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Donc, il y a un risque de syndrome sérotoninergique potentiellement. Pour les paliers 3, donc le chelbufil, c'est la morphine. Je vous ai remis les équivalences à peu près de doses suivant les voies galéniques. 3 mg per os, 1,5 mg sous-cut, 1 mg IV. Connaître aussi qu'il y a l'oxycodone qui est un autre agoniste pur. Et ne pas oublier les médicaments agonistes-antagonistes, comme le nalbuphine ou la buprenorphine, qui est un agoniste partiel. Alors, la buprenorphine, il peut être prescrit d'une part en antalgique, comme le temgesic, mais également comme traitement substitutif dans les dépendances par le Subutex. C'est la même molécule, mais avec deux appellations différentes. Donc, je vous ai rappelé rapidement les effets pharmacologiques de dysphorie, d'hallucination, sédation, catatonie, dépendance physique, constriction pupillaire, dépression respiratoire, diminution de la motricité, de la motilité gastro-intestinale et puis euphorie. Vous verrez après que ça a des effets, notamment comme la diminution de la motilité gastro-intestinale, va vous faire avoir des réflexes de prescription, de coprescription avec la morphine. Pour les douleurs neurogènes, c'est les autres antalgiques, donc pas les classiques, donc les antidépresseurs comme les tricycliques, la mitriptyline en première file, et les ISRS ou ENA, enfin, inhibiteurs spécifiques de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Bien sûr, les antiépileptiques, donc gabapentine, prégabaline, carbamazépine, oxcarbamazépine. Alors, pas oublier que l'Erica, ça vient là, il y a d'être mis en place il y a 3 jours. Maintenant, c'est des ordonnances sécurisées. On ne peut plus le prescrire en ordonnance standard.
Pas oublier aussi les traitements topiques pour les douleurs neuropathiques, mécanismes neurogènes, parce qu'ils peuvent être localisés à une zone très douloureuse. Et donc, on a les patchs de lidocaïne, donc, que vous connaissez en général comme patch de Versatis, et puis la capsaïcine, qui est un agoniste de la récepteur de la vanilloïde. Donc, les pièges à éviter, absolument se rappeler des effets indésirables de la morphine, et notamment ne pas oublier la coprescription de l'antiémétique et du laxatif avec la morphine. Ne jamais associer un palier 2 et un palier 3, puisque vous allez en fait antagoniser les effets. Soit c'est quand vous avez des agonistes antagonistes, soit c'est quand vous avez des agonistes partiels, puisque vous donnez un agoniste pur et un agoniste partiel. Et du coup, l'agoniste pur, il aurait une action supérieure, mais l'agoniste partiel va occuper certains récepteurs et donc diminuer l'effet de l'agoniste pur. Donc, pas d'association palier 2-3. Voilà, c'est un peu ce que je dis dans la ligne suivante. Donc, le fait d'associer un agoniste partiel avec de la morphine, ça va diminuer l'effet. Pas oublier aussi les effets indésirables liés aux mécanismes d'action spécifiques. Je vous citais tout à l'heure le tramadol avec le syndrome sérotoninergique. Donc, bien se souvenir des grandes classes de vos médicaments et les règles de prescription spécifiques liées aux opioïdes forts. Donc, la durée limitée, en toutes lettres, une ordonnance sécurisée. La prise unitaire doit être également écrite en toutes lettres. Il y a des risques d'intoxication chronique à la morphine, donc risque de dépendance, pas systématique mais quand même important, notamment en cas de durée prolongée de traitement. Et vous savez qu'actuellement, c'est la première cause de mortalité, les prescriptions des opiacés aux États-Unis, donc vraiment faire attention avec les opiacés, et l'installation d'une tolérance qui est assez rapide. En cas d'intoxication aiguë par la morphine, tout à l'heure, je vous parlais d'un antidote pour le paracétamol. Là, c'est un autre antagoniste. On va donner un antagoniste, la naloxone, en cas de coma. Donc, ça va réveiller le patient. Par contre, demi-vie courte. Donc, maintenir le traitement de façon prolongée tant qu'il y a le surdosage en morphine. Puisque comme la demi-vie est courte, vous allez réveiller le patient en lui donnant la naloxone. Mais en fait, s'il part, ce qui est possible avec quelqu'un qui a une intoxication, quand l'analoxone aura cessé son efficacité, il sera toujours en surdosage morphinique et il pourra retomber dans le coma. Donc, très important de maintenir. Alors, pour la neuropharmaco, maintenant, de nouveau, on va balayer tout un nombre de maladies. Donc, les antiparkinsoniens, donc connaître les IMAO-B qui ont été… donc, il y a un IMAO-B qui a montré une preuve dans la neuroprotection dans la maladie de Parkinson. Donc, il peut donner en précoce, même quand on a peu de symptômes. Sinon, si on est chez un jeune, on peut donner un agoniste dopaminergique, sinon plus de la lévodopa avec un inhibiteur de la toba-décarboxylase périphérique. Il y a une phase de lune de miel où tout se passe bien et donc après peuvent apparaître des fluctuations. Si c'est des formes très tremblantes et chez le jeune, on peut donner des anticholinergiques, mais vous savez que chez les personnes âgées, les anticholinergiques sont très mal tolérés, donc on va éviter de les prescrire aux plus de 65 ans. Donc au stade des fluctuations, les recettes, ça va être fractionner la L-Dopa en plus petite dose unitaire et en faisant des prises plus rapprochées. On va ensuite pouvoir essayer d'agir sur le métabolisme de la L-Dopa en mettant des inhibiteurs de la monoaminoxydase ou des ICOM, des inhibiteurs de la catéchométhyltransférase. Et ça va prolonger l'effet de votre lévodopa. Donc, quand vous avez des fluctuations avec une baisse d'efficacité en fin de traitement, en fin de dose, ça permet de prolonger l'effet en diminuant la dégradation de la lévodopa dans la fente synaptique, par exemple. Et en cas de dyskinésie, de mouvements anormaux, on peut donner de l'amantadine, qui est le seul traitement actuellement qui a une efficacité prouvée, qui est un antirécepteur du glutamate, anti-NMDA, qui permet de diminuer ces dyskinésies. Pour les antimigraineux céphalées, pensez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les règles de bonne prescription, pas toujours prescrire un médicament. Au début, c'est les règles hygiéno-diététiques. Et pas oublier que c'est des patients qui vomissent. Donc, il faut penser aux autres voies que Péros. Donc, il y a dans les migraines et céphalées, donc dans les migraines, on traite la crise ou le traitement de fond. Donc, dans les traitements de la crise, connaître les médicaments non spécifiques, paracétamol, aspirine, INS, en particulier donc ibuprofène et kétoprofène, et les médicaments spécifiques, notamment donc les agonistes des récepteurs sérotoninergiques, donc 5-HT1B et 1D. Maintenant, c'est vraiment les triptans en première place, les dérivés de l'ergot de seigle. Vraiment, ça n'a quasiment plus de place. Parce qu'il y a quand même des risques d'ergotisme, enfin des risques non négligeables. Donc voilà, on essaie de vraiment pas prioriser.
Le traitement de fond de la migraine, première intention, c'est bêta-bloquant, propranolol ou métoprolol. Et ensuite, on va adapter en fonction du terrain. Donc, il y a les antisérotonergiques comme l'oxétorol, les tricycliques, les anticalciques ou les antiépileptiques comme le topiramate. Ensuite, il y a l'algie dans les autres céphalées et douleurs. Donc, vous avez l'algie vasculaire. Donc, pour les crises, c'est le sumatriptan et l'oxygène nasal. Les traitements de fond, inhibiteur classique, verapamil, mais surveillance ECG, pas oublier. Névragie du trijumeau, carbamazépine en priorité et essayez de le donner avant les repas parce que vous avez un effet gâchette au moment des repas et ça déclenche les crises. Donc, pensez à bien donner au moment des repas et pas oublier les effets indésirables comme somnolence, vertige, syndrome vestibulo-cérébelleux. Mais ça se passe bien, en fait. Les effets indésirables n'apparaissent pas si vous faites une prescription à dose progressive, donc progressivement croissante, pas d'emblée la dose cible. Les antiépileptiques, donc vraiment là, c'est une énorme brouette de médicaments, les antiépileptiques. Donc, connaître les grands mécanismes d'action, blocage des canaux, donc canaux sodiques, mais effet indésirable commun à tous ces bloqueurs des canaux sodiques, nausée, vertige, diplopie. Blocage des canaux potassiques, des canaux calciques, donc l'effet étant de stabiliser la membrane, bloquer les canaux. On peut aussi, parce que je vous rappelle, l'épilepsie, c'est hyperactivation, donc plein de décharges synchrones de neurones, donc on va essayer de diminuer la transmission. Donc on peut le faire soit en stabilisant la membrane pour empêcher la dépolarisation des neurones, soit en renforçant l'activité du neurotransmetteur inhibiteur qui est le GABA. On va renforcer l'activité GABA. Et la dernière chose qu'on peut faire, c'est inhiber le neurotransmetteur excitateur, donc inhiber la transmission glutamatergique. Et donc après, pas oublier qu'on les classe globalement en deux parties. Il y a le groupe des anciens, avec plein de problèmes, vous allez voir. Donc il y a l'induction enzymatique, comme le phénobarbital, la phénitoïne, carbamazépine, qui sont des inducteurs enzymatiques. Il y en a même qui s'auto-induisent, comme la carbamazépine. Il y a des inhibiteurs enzymatiques, comme le valproate. Il y en a qui ont une importante fixation protéique, comme la phénitoïne et le valproate. Voilà, bon, demi-vie courte, ça peut nécessiter du coup plusieurs prises. La carbamazépine, ça se prend en 3 prises par jour, donc ça peut être un peu problématique. Les cinétiques qui peuvent être non linéaires, donc des fois on augmente la dose, mais on n'est pas sûr que la concentration suit de façon proportionnelle. Donc ça peut être problématique pour le dosage des patients. Certains métabolismes sont saturables, donc pareil, au niveau de ça va modifier les caractéristiques pharmacocinétiques de votre médicament, avec la phénitoïne, et qu'il y en a qui en fait ne sont pas directement actifs, mais peuvent avoir des métabolites actifs. Donc nécessitent d'être métabolisés. Donc ça rajoute une étape et pareil, ça complexifie l'équilibration du traitement. Ceux de nouvelle génération, normalement, ont moins d'effets indésirables que tout ce que je viens de vous décrire, le problème PK que je viens de vous décrire, mais ils peuvent être induits ou inhibés par d'autres médicaments et ils vont avoir des effets indésirables et des problèmes pharmacocinétiques spécifiques. On va en parler dans les problèmes après. Les anti-Alzheimer, je vous ai fait juste une petite ligne pour vous rappeler qu'il y a les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase et les anti-NMDA, récepteurs du glutamate, qui ont toujours l'AMM, mais qui ne sont plus remboursés. Donc, en général, vous avez quasiment plus de patients et je ne pense pas que ça tombera, mais bon, voilà, vous les connaissiez quand même. Ils ont des effets indésirables digestifs, cardiaques, nécessité surveillance cardio et ils peuvent induire des troubles du comportement. Un peu paradoxaux. Les antiparkinsoniens dans les pièges. Donc, piège, c'est prescrire un agoniste dopaminergique ou un anticholinergique qui a plus de 65 ans, risque d'effets indésirables comme hallucination, confusion, hypotension orthostatique, somnolence. Et puis, pour les anticholinergiques, tachycardie, rétention aiguë d'urine ou aussi antécédent de glaucome aussi, ça peut être problématique. Ne pas oublier de surveiller les risques de troubles des conduites impulsives, c'est médico-légal, sous agonisme dopaminergique. On ne peut pas prescrire de neuroleptiques, cachés ou non. Cachés, c'est-à-dire ceux qui sont par exemple les antiémétiques. C'est typiquement, vous prescrivez un antiémétique et en fait, il a une action neuroleptique. Donc attention, ne pas prescrire de neuroleptiques à un parkinsonien. Les seuls que vous pouvez prescrire, c'est la clozapine et la quétiapine. Si vous prescrivez de la clozapine, il faut surveiller la NFS. Donc c'est une fois par semaine pendant 18 semaines, puis une fois par mois. Et le CG à cause de risque d'allongement du QT. Ne pas oublier, chez un dossier avec une personne âgée qui est confuse, il faut faire le ménage. Vous savez que c'est un grand principe en gériatrie, on fait le ménage dans l'ordonnance. Et là, donc pour un dossier de patient confus, il faudra bien tout retirer. Vous gardez juste la L-Dopa, parce qu'il ne faut absolument jamais arrêter un traitement à un parkinsonien, sinon ils font un syndrome hyper rigide avec une rhabdomyolyse et un risque de décès. Donc, jamais arrêter brutalement tout traitement. Mais par contre, on retire les anticholinergiques, les agonistes, les IMAO, les ICOM, la menthaline. On garde juste la L-Dopa. Pour les antimigraineux et céphalées,
Attention aux régimes diététiques, donc éviter la caféine. Les opioïdes, tous les opioïdes, c'est pas du tout, ça augmente la nausée, c'est pas efficace sur les céphalées migraineuses et il y a un risque de dépendance et d'abus médicamenteux. Donc, ne pas prescrire d'opioïdes. Si antécédent vasculaire, attention, ergoté et triptan sont contre-indiqués. Il y a des règles très spécifiques de prescription des triptans qu'il faut que vous connaissiez. Maximum 2 unités par jour, moins de 8 jours par mois, pas d'association avec un ergoté. Et en cas de grossesse, n'oubliez pas, arrêt du traitement de fond qui est contre-indiqué ou de la crise. Donc, l'aspirine INS, c'est après 24 semaines et les triptans. Pour les antiépileptiques, connaître ceux qui sont à risque de tératogénicité, valproate, phénobarbital, phénitoïne, carbamazépine. Et ne pas oublier que le valproate, ça fait effectivement la tératogénicité, mais également des troubles du développement. Donc, plus d'autisme, plus de problèmes de TADA, je ne sais plus comment dire en français, des troubles d'attention, voilà. Et hyperactivité, voilà, je sais. En cas de, parce que c'est souvent, il peut y avoir des dossiers avec des femmes jeunes sur les épilepsies, donc en cas de co-contraception, c'est inefficace en cas de coprescription avec le phénobarbital, la phénitoïne ou le carbamazépine. Et en cas de prise de progestatif, attention, vous pouvez diminuer l'effet d'efficacité de votre lamotrigine du fait de l'augmentation de la clairance de la lamotrigine. En cas d'éruption cutanée, ça doit être un drapeau rouge. Si vous êtes sous lamotrigine ou carbamazépine, il faut arrêter, risque de Lyell. Et attention, en cas de dépression, les lévétiracétam ou topiramate peuvent majorer le risque de dépression, voire de risque suicidaire. Donc, attention. Pour les psychotropes, les neuroleptiques. Quelles sont les indications neuroleptiques? Psychose, trouble de l'humeur, agitation, syndrome de Gilles-la-Tourette. Le mécanisme global commun, c'est blocage des récepteurs dopaminergiques D2. Mais pas oublier qu'ils n'ont pas que cet effet-là. Effet anticholinergique, anti-alpha-adrénergique, anti-H1, anti-5 en sérotoninergique, anti-5-HT2A et C. Ils sont classifiés en 2 groupes, les classiques et les atypiques. Donc les classiques, les plus vieux, principalement effet indésirable parkinsonien, même des doses basses. Les atypiques, il faut moins d'effets indésirables parkinsoniens, mais enfin, c'est quand même dose dépendante. C'est-à-dire que si vous précédez des grosses doses, vous verrez quand même apparaître des effets indésirables parkinsoniens. Donc, les effets indésirables qu'il faut retenir, c'est les dyskinésies tardives de neuroleptiques, donc des mouvements normaux, mais également tout ce qui est un risque vasculaire, avec l'augmentation du poids, le diabète, l'hyperprolactinémie, l'augmentation des AVC, l'augmentation de la mortalité. Donc, il peut y avoir des risques d'hypotension, de sédation aussi. C'est pour ça que des fois, les neuroleptiques, quand on a un peu le temps, on peut les monter un petit peu plus doucement. L'effet sédatif peut varier suivant la molécule que vous choisissez. Et pas oublier, absolument important, le allongement du QT. Donc, vous surveillez le CG en pré-thérapeutique, mais également, après l'instauration de votre traitement, vous refaites un ECG pour voir si vous allongez le QT. Donc, tous ces effets vasculaires, ça a conduit la NSM à faire un bilan pré-thérapeutique avec ECG, pression artérielle, poids, tour de taille, glycémie, bilan lipidique, qui sont en fait répétés et surveillés au cours du suivi du traitement. Les anxiolytiques, chef de file, les benzodiazépines, qui sont des agonistes des récepteurs GABA-A. Je vous rappelle, dans le cours, pour ceux qui l'ont eu en D1, donc ça maintient l'ouverture du récepteur GABA du canal plus longtemps. Ça a des activités anxiolytiques, hypnotiques, anticonvulsivantes, myorelaxantes, amnésiantes. Il y a quand même des risques de tolérance et de dépendance, donc on décroît de façon progressive. Si on fait un sevrage brutal, en plus, il y a également non seulement un risque de syndrome de sevrage, mais en plus des risques de commercial. Pas oublier, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, qu'il y a aussi un risque de levée d'inhibition quand on met des benzodiazépines si quelqu'un n'est pas encore équilibré sur le plan thymique. Donc, faire attention s'il y a un risque de suicidaire. Il faut pas forcément mettre les benzos d'emblée et attendre un petit peu. Thymorégulateur. Donc, traitement de fond, le chef de file, c'est le lithium. Donc, se souvenir qu'il a une excrétion rénale et qu'il y a de nombreuses interactions médicamenteuses, que ce soit avec les carbamazépines ou pour les diurétiques également. Donc, le bilan pré-thérapeutique, en particulier tout ce qui est au niveau rénal, protéinurie, iono, créate, etc. La thyroïde, bilan cardio, NFS, iono, glycémie, bêta-HCG, très important avant de débuter le traitement. Et il y a d'autres thymorégulateurs, on les a un petit peu évoqués dans les autres catégories. Vous avez certains antiépileptiques, dont valproate, carbamazépine et lamotrigine, et également les neuroleptiques atypiques. Pour les antidépresseurs, donc les indications d'antidépresseurs, c'est en cas d'épisode dépressif caractérisé, troubles anxieux, donc traitement de fond des troubles anxieux. Et puis, en cas de douleur chronique, comme on a dit tout à l'heure, ça peut être indiqué. Donc, vous avez les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, comme les citalopram, la sertraline. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, donc comme venlafaxine, duloxétine.
les antagonistes des alpha-2 présynaptiques, comme la mirtazapine, et après les tricycliques et les IMAO qui sont moins. Voilà, c'est en première ligne, c'est IRS, IRSNA, alpha-2 présine, et les tricycliques IMAO en seconde ligne du fait l'effet indésirable censé être un peu plus important. En particulier, les tricycliques, vous devez surveiller les aspects cardio, ECG, tension artérielle. Et les IMAO, on va voir après dans les pièges à quoi il faut faire attention. Donc, les effets indésirables non spécifiques qui sont communs à tous les antidépresseurs, c'est lié à la maladie en fait. Donc, c'est le risque de tentative de suicide quand vous avez la inhibition, alors que sur le plan thymique, ils ne sont pas encore complètement corrigés. Le risque d'inversion de l'humeur, c'est-à-dire le patient était en état dépressif et il fait un épisode maniaque, voire même d'épisodes délirants. Après, vous avez les effets indésirables spécifiques, donc en particulier donc pour les IRS et les IRSNA, le SIADH, le risque hémorragique par une atteinte au niveau plaquettaire, une baisse de la libido qui peut être un facteur d'inobservance, et le syndrome sérotoninergique que vous devez absolument connaître puisque c'est une urgence. Pour les tricycliques, vous rajoutez les aspects cardio en plus. Donc, les pièges à éviter. Déjà, n'oubliez pas, de façon générale, c'est un message global. Hein, bien sûr, à chaque molécule, on peut toujours trouver peut-être une exception, mais le message global, c'est bêta-HCG avant toute introduction de psychotropes ou contraception. Voilà. Donc, pour les neuroleptiques, ne pas oublier la surveillance cardiaque sous clozapine parce qu'il y a des risques de QT long, mais également de myocardite, et donc l'ANFS sous clozapine. Attention, l'urgence extrêmement importante, c'est le syndrome malin des neuroleptiques. Donc, si vous avez un patient sous neuroleptique avec fièvre, raideur, état de choc, syndrome malin des neuroleptiques, l'animateur sera d'accord avec moi. Donc, voilà, donc, si vous avez un patient fièvre, raideur, choc, pensez au syndrome malin neuroleptique et donc il faudra arrêter le traitement neuroleptique. Les anxiolytiques, les benzos, ne pas les prescrire à tout va en cas d'insuffisance respiratoire ou en phase de confusion post-critique sur une crise. Hein. Vous savez, c'est un piège classique d'un dossier de crise convulsive. Bien sûr, les benzos sont indiqués dans la phase tonico-clonique, mais si vous êtes en phase post-critique avec respiration stertoreuse, où ils sont plutôt déjà un peu en dépression respiratoire, si vous rajoutez le benzo dessus, il peut faire un arrêt respiratoire. Bien entendu, pas de benzo chez les myasthéniques, les enfants hépatocellulaires et puis les personnes très âgées à cause du risque confusiogène. Donc, en cas de dossier de confusion somnolence sur une personne âgée à nouveau, par exemple, n'oubliez pas d'arrêter le benzo. Et donc, aussi connaître si en cas de coma, l'antagoniste. Hein, je vous ai parlé de plusieurs, vous avez vu de façon filée, là, je vous ai parlé de plusieurs antidotes. Donc là, c'est le flumazénil. En cas de tentative de suicide ou de coma ou de dépression respiratoire importante, pensez au flumazénil qui va réveiller votre patient. Pour les thymorégulateurs, pour le lithium, il faut connaître également le signe d'intoxication. Donc, tremblement, syndrome cérébelleux, syndrome polydipsique et troubles du rythme. Et c'est souvent, il faut faire attention aussi au dossier, si vous avez des questions, au contexte. C'est-à-dire qu'on peut avoir un contexte de déplétion hydrosodée ou de prise de traitement concomitant comme un diurétique, par exemple, qu'on pourrait avoir mis pour hypertension artérielle, voilà, ou de régime particulier que le patient ferait. Voilà. Donc, pour le lithium, ne pas oublier le suivi thérapeutique pharmacologique avec la lithémie qui va être dosée. Alors, suivant qu'on a du lithium LP ou standard, ça va pas forcément être à la même heure qu'on fera la lithémie. Les antidépresseurs, donc ISRS, ISRSNA, syndrome sérotoninergique, absolument à connaître également, c'est une des autres urgences. Donc typiquement, un dossier où vous mettriez un antidépresseur chez un patient et que vous rajoutez du tramadol, vous allez majorer le risque de syndrome sérotoninergique, ça peut arriver, et là vous aurez de nouveau des myoclonies, des tremblements, de la raideur, de la fièvre. Attention, sous les ISRS, il ne faut pas oublier de surveiller l'ECG, en particulier citalopram et citalopram, mais en fait, c'est probablement un peu vrai pour tous les ISRS. Et sous tricyclique, l'ECG, cette fois-ci, pas pour le QT long, mais pour les troubles du rythme et la tachycardie. Ne pas prescrire de tricyclique si antécédent de glaucome ou d'adénome de prostate, ou s'ils sont âgés du fait du risque de syndrome confusionnel ou du fait du risque cardiaque également, si on a un antécédent d'insuffisance cardiaque ou d'infarctus ou trouble du rythme. On contre-indique l'association des IMAO avec tous les autres antidépresseurs. Et sous IMAO, aussi penser au risque de crise hypertensive maligne aiguë. En particulier, si on met un IMAO irréversible et qu'on a pris de la tyramine, c'est ce qu'on appelle l'effet fromage, c'est-à-dire si vous prenez
des fromages qui contiennent beaucoup de tyramine, vous pouvez avoir cette crise hypertensive majeure, difficile à contrôler et qui peuvent être fatales. L'hypertension maintenant. C'est un peu dense, on vous avait prévenu. Hein. Donc, les 5 familles pharmacologiques qui ont montré un bénéfice sur la prévention des complications cardiovasculaires, c'est les diurétiques casidiques, bêta-bloquants, IEC, ARA2 et antagonistes calciques. Les recommandations d'HS 2016, alors je sais qu'il y en a de 2018 au niveau européen, mais on nous a dit que pour ce qui faisait foi, c'était à décembre de l'année précédente, les recommandations françaises. Donc voilà, donc c'est HS 2016, début par une monothérapie et une bithérapie après 4 semaines si la tension artérielle n'est pas contrôlée. Il faut se souvenir que le bêta-bloquant, c'est moins efficace pour la prévention des AVC que les antagonistes calciques ou les ARA2 pour les plus de 60 ans hypertendus. Pour les inhibiteurs calciques non spécifiques, donc c'est tous ceux qui se terminent en dipine, connaître ces effets indésirables communs, céphalée, flush, œdème périphérique. Et les ARA2, ils ont un meilleur profil de tolérance que les IEC, qui ont aussi tout angio-œdème en plus. Mais pour les deux, ARA2 et IEC, vous avez hyperkaliémie, insuffisance rénale par diminution du débit de filtration glomérulaire, notamment en cas de sténose bilatérale des artères rénales ou prise concomitante d'AINS. Je vous ai remis rapidement, voilà, mais les mesures hygiéniques, vous les connaissez, hein, c'est normaliser l'apport sodé, réduire du poids, avoir une alimentation saine, arrêt du tabac, activité physique régulière. Et donc, en fonction des comorbidités, vous allez privilégier soit l'IEC-ARA2 pour l'insuffisance rénale protéinurie ou le diabétique avec microalbuminurie. Pour les insuffisants cardiaques, IEC-ARA2, bêta-bloquants s'ils sont bien sûr pas en phase décompensée, et seulement certains d'entre eux, et puis les diurétiques. Pour les coronariens, privilégiez IEC bêta-bloquants, post-AVC, diurétiques, IEC, inhibiteur calcique. Donc les pièges. Attention, pas dégainer, vous savez, je vous ai dit dans la première diapo, hein, des fois le meilleur traitement, c'est pas de traitement. Donc, on fait d'abord des automesures, voire même une MAPA, si on a une mesure au cabinet qui pourrait être liée à une HTA effet blouse blanche. Pas de régime sans sel complet, hein, chez hypertendu sans insuffisance cardiaque. Donc, faites attention. Encore une fois, je vous ai dit, il n'y a que certains médicaments qui ont montré une prévention des complications cardiovasculaires. Donc, vous avez énormément de médicaments dans ces classes médicamenteuses, mais il faut débuter ceux qui ont démontré un bénéfice. Dans l'HTA, on diminue pas, on commence par faible dose en cas d'insuffisance cardiaque, mais on peut aller un peu plus vite pour l'HTA. Chez les plus de 60 ans, donc pas de bêta-bloquant, pas de bêta-bloquant si asthme, bradycardie, BAV, insuffisance cardiaque décompensée, mais ça, c'est les contre-indications classiques des bêta-bloquants que vous devez connaître, a priori. Les furosémine n'a sa place que si on a une insuffisance rénale sévère et une insuffisance cardiaque associée, mais ça n'est pas dans les médicaments sinon qui sont privilégiés. En général, bien entendu, se souvenir que nicardipine, captopril qui ont des demi-vies courtes ne doivent pas être pris en une fois par jour. Et on n'associe pas un IEC et un ARA2 du fait de la majoration du risque d'effet indésirable, notamment sur le potassium, sur la kaliémie. On va acheter un nom compliqué. Toujours dans l'aspect vasculaire, maintenant les médicaments du diabète. Ça a un petit peu coupé la dia, je suis désolée. Donc, alors, sur les diabètes de type 1 ou les diabètes de type 2 qui sont devenus insulino-requérants, donc l'insuline, savoir qu'elles ont des durées d'action différentes. Donc, des gludecs plus longs que le Glargine, que des Témir, que les NPH, que l'aspartate, les isprobusine, je vous les ai notés. Voilà. Le mécanisme, ça augmente le dépôt du glucose, ça diminue la protéo et la lipolyse au niveau foie, tissu adipeux et muscles. Ça peut faire des hypoglycémies, ça peut majorer le poids et risque d'hypokaliémie. Dans le diabète de type 2, le premier choix, c'est toujours la metformine, qui diminue l'insulinorésistance, qui diminue le poids. Pensez au début de traitement qui peut avoir des effets gastro-intestinaux. Et attention à l'insuffisance rénale, c'est contre-indiqué l'insuffisance rénale sévère et toute condition d'hypoxémie puisqu'on majore le risque d'acidose. Voilà. Pour les sécrétagogues, donc c'est en deuxième choix ou en cas d'intolérance à la metformine ou en cas de contre-indication à la metformine. Donc on va augmenter la sécrétion d'insuline au niveau du pancréas, au niveau des cellules bêta du pancréas. Alors les risques communs, c'est hypoglycémie et augmentation du poids, mais c'est plus avec les sulfamides hypoglycémiants qu'avec les glinides. Donc c'est demi-vie dépendant en fait pour l'hypoglycémie, donc plus avec les sulfamides qu'avec les glinides. Pas oublier que les sulfamides hypoglycémiants, il y a également un risque d'interaction avec les substrats du cytochrome CYP2C9. Vous avez ensuite en deuxième, troisième choix
Les analogues du GLP-1 qui minent l'action du GLP-1, c'est en injection sous-cute, ça fait diminuer le poids. Les inhibiteurs de DPP4, donc qui inhibent la dégradation des incrétines, ça n'a pas d'effet sur le poids. Et vous avez les inhibiteurs des alpha-glucosidates qui augmentent le délai d'absorption du glucose. Alors, récemment, les inhibiteurs des SGLT2 sont arrivés. Ils diminuent la réabsorption tubulaire rénale de glucose au niveau du tubule proximal. Ils sont également en deuxième, troisième choix. Donc, le choix va se faire en fonction de l'hypoglycémie, de la durée du diabète, des complications micro-macrovasculaires et le poids du patient qui va avoir un rôle important. Donc, notamment, les inhibiteurs des SGLT2 peuvent, chez ceux qui sont obèses, avoir un intérêt. Et je passe la parole à Nicolas. Donc bonjour, donc on va passer une dia rapide sur les hypolipémiants. Donc pour traiter les hypercholestérolémies, vous avez 4 classes, les statines, les inhibiteurs de la réabsorption intestinale, les résines chélatrices et de manière anecdotique à l'heure actuelle, les inhibiteurs de PCSK9. Les statines, c'est vraiment le traitement de première intention, ça inhibe la synthèse intrahépatique du cholestérol. Et ils sont principalement de métabolisme hépatique, notamment pour les plus anciens et donc les plus prescrits, et un petit peu à métabolisme rénaux pour certains. Les hydrophiles ont moins d'effets secondaires et moins d'interactions que les lipophiles, mais ça reste les lipophiles, atorvastatine, simvastatine, qui sont extrêmement très prescrits et qui ont une action sur le cytochrome 3 à 4, d'où des effets indésirables. L'action des statines sur les triglycérides est dose dépendante. Pour les étinibes et le cholestéramine, c'est des traitements de deuxième intention. Les étinibes inhibent l'absorption intestinale du cholestérol et augmentent le cercle entérohépatique. Il n'y a pas d'effet sur les triglycérides, mais il n'y a pas non plus d'interaction avec les AVK, donc intéressant. La cholestéramine inhibe la réabsorption intestinale du cholestérol, baisse la circulation entérohépatique et ça augmente les triglycérides, donc attention. Inhibiteur PCSK9, c'est uniquement dans les hypercholestérolémies familiales sévères et les hypertriglycéridémies, ça va être le traitement par les fibrates. Retenez que le gain fibrosile est contre-indiqué en association avec les statines. Alors moi, je vais prendre la suite donc, sur les antithrombotiques. Donc, tout d'abord sur les antiagrégants plaquettaires. Donc, l'aspirine qui a comme indication en dose antiagrégante en prévention secondaire des coronaropathies, l'accident ischémique cérébraux, par exemple. Il y a la prévention de l'occlusion des greffons veineux après pontage. Et en prévention primaire, l'aspirine a une efficacité probable mais qui n'est pas démontrée. Elle est souvent utilisée chez le patient à haut risque vasculaire, notamment les patients diabétiques. Comme effet indésirable, il faut avoir en tête principalement les saignements et des toxicités gastro-duodénales liées à l'inhibition de la COX-1 au niveau digestif et la fermeture prématurée du canal artériel et aussi il y a des rares allergies. Ensuite, on a les inhibiteurs de la voie de l'ADP avec les inhibiteurs du récepteur P2Y12, pour lequel on a le clopidogrel et le plasugrel, qui font un blocage irréversible des récepteurs P2Y12, qui ont une durée d'effet prolongée supérieure à 5 jours, et qui sont tous les deux sous forme de prodrogue, et qui ont besoin d'être métabolisés pour être sous forme active. Le ticagrelor, lui, entraîne un blocage réversible des récepteurs de l'ADP. Les indications sont en post-infarctus, post-AVC, en artériopathie oblitérante des membres inférieurs symptomatiques, dans le cadre du syndrome coronarien aigu, en association avec l'aspirine, et en cas d'endoprothèse coronaire, en association aussi avec l'aspirine. Attention aux interactions médicamenteuses, notamment l'interaction théorique clopidogrel-oméprazole via le CYP2C19, donc qui reste responsable de la formation du métabolite actif du clopidogrel. Ensuite, donc, dans les anticoagulants, où on a là une diapositive principalement sur les AVK. Donc, retenir que l'INR cible le plus fréquent est entre 2 et 3, notamment pour la thrombose veineuse profonde et pour l'ACFA. Et en cas de prothèse cardiaque valvulaire, l'INR va être entre 3 et 4,5. Ensuite, on va discuter du relais héparine AVK, pour lequel le relais peut être fait en absence de contre-indication dès 1 à 3 jours après le début de l'héparinothérapie.
Le traitement par AVK va être commencé, puis il va y avoir un dosage de l'INR qui va être fait environ entre 48 et 72 heures après l'introduction. La modification de la dose en fonction de cet INR et contrôler l'INR 48 heures après. Dans tous les cas, l'INR doit être dans la fourchette désirée sur 2 contrôles consécutifs à 24 heures d'intervalle avant d'arrêter le traitement par héparine pour permettre une anticoagulation donc bien efficace. Donc, on va reparler des mesures correctrices en cas de surdosage en AVK. Donc, en cas de surdosage asymptomatique en AVK, il faut privilégier une prise en charge ambulatoire, si le contexte le permet. La prise en charge va être en fonction de l'INR mesuré et en fonction de l'INR cible. Là, on vous a remis les recommandations HAS et aussi à garder en tête, en cas d'hémorragie majeure, donc tout INR, il faut arrêter l'AVK. On administre 10 mg de vitamine K en association aussi à des complexes prothrombiques humains, les PPSB. Donc, pour reprendre la cascade de la coagulation, qui est le but et la formation de la fibrine à partir du fibrinogène sous l'action de la thrombine, qui est le facteur 2A. Cette formation de thrombine correspond donc à la fin de cette cascade de la coagulation. Et la thrombine est formée grâce localement par un complexe moléculaire qui associe le facteur 10A, le facteur 5 activé entre autres, et ce complexe enzymatique est formé par 2 voies, soit la voie intrinsèque, soit la voie extrinsèque, qui vont permettre au terme la formation de fibrine. Le TCA permet d'explorer la voie intrinsèque et la voie commune. Ainsi, le TCA explore les facteurs 1, 2, 5, 8 à 12. Et la voie extrinsèque est évaluée par le TP qui évalue la voie extrinsèque ainsi que la voie commune et ainsi qui explore les facteurs 1, 2, 5, 7 et 10. Et le moyen mémotechnique pour s'en souvenir, c'est que le TP, c'est le temps de quick et que là, le Q, ça forme 17h25 où vous retrouvez les chiffres qui permettent de se souvenir de quels facteurs sont explorés par le TP. Dans les anticoagulants, donc là, dans les différents types d'anticoagulants, on a les héparines, les AVK, ainsi que les anticoagulants oraux directs. Donc, ce qu'il faut retenir sur l'héparinothérapie. Donc, dans les héparines, on a les héparines non fractionnées qui vont avoir une activité anti-10A, anti-2A, et les HBPM qui, elles, de par leur taille, vont essentiellement avoir une activité anti-10A et peu d'activité anti-2A. Ensuite, on a les AVK qui, eux, ont une action, eux aussi, indirecte, et ce sont des anticoagulants oraux, et qui inhibent la synthèse hépatique des facteurs de la coagulation qui sont vitamine K dépendants. Et ensuite, on a les anticoagulants oraux directs qui vont inhiber donc soit la thrombine, qui est le facteur 2A, et donc c'est le dabigatran, donc bi pour 2, ou soit les xabans qui vont inhiber directement le facteur 10A avec notamment le viraroxaban et l'apixaban. Pour eux, ce qu'il faut bien noter, c'est que contrairement aux AVK, ils ont un mécanisme d'action avec un délai qui va être rapide et qui vont permettre de s'affranchir de la nécessité d'un relais héparinique. Donc, dans les pièges à éviter, il faut savoir qu'en cas d'anticoagulants oraux, on peut les administrer en cas d'insuffisance rénale avec une clairance inférieure à 15, excepté pour le dabigatran. Devant une thrombopénie après l'introduction d'héparine, il faut systématiquement penser à la thrombopénie induite à l'héparine, notamment lorsque l'on retrouve une thrombopénie, que le timing est associé, qu'il y a des thromboses associées et qu'il n'y a pas d'autre cause de diminution plaquettaire. Cette thrombopénie induite à l'héparine arrive plutôt entre J5 et J21 pour les HNF et à plus de J30 pour les HBPM. Elle est beaucoup plus fréquente avec les HNF qu'avec les HBPM. Avec les HNF, c'est de l'ordre de 1% et les HBPM, c'est moins de 1%.
Et le diagnostic peut se faire grâce aux anticorps anti-PR4 qui ont surtout une très bonne valeur prédictive négative. Ensuite, il faut bien garder en tête la variabilité des AVK, donc pour lesquels il y a de forts risques d'interaction, donc notamment au niveau alimentaire avec l'alimentation de vitamine K, notamment par le chou. Il y a aussi certains antibiotiques qui, par donc une action pharmacodynamique, vont diminuer l'apport intestinal en vitamine K. Il y a aussi les risques d'interaction médicamenteuse avec des interactions pharmacocinétiques et pharmacodynamiques et des causes aussi génétiques. La surveillance des patients sous HNF se fait par un TCA au moins quotidien. L'antidote possible est le sulfate de protamine. Les HBPM, il n'y a pas de recommandation chez tous les patients à surveiller l'anti-DISA, mais que dans certaines conditions, notamment en cas d'insuffisance rénale. Et l'antidote est aussi le sulfate de protamine, mais inefficace sur l'activité anti-DISA. Les AVK nécessitent une surveillance fréquente de l'INR et l'antidote, on en a parlé, vitamine K, PPSB. Les anti-oraux-directs anti-DISA peuvent être surveillés, mais il n'y a pas de recommandation à le surveiller de manière systématique sur l'anti-DISA. Et l'antidote est l'andexanate, mais qui est actuellement non disponible. Et le dabigatran, pour lequel l'antidote est l'idarucizumab. Donc ensuite, on va parler de la contraception hormonale, donc pour lesquelles il faut garder en tête que les pilules œstroprogestatives augmentent le risque thromboembolique chez les patientes et qu'il faut prendre en compte les facteurs qui augmentent ce risque. Donc, comme facteurs, on a les thromboses veineuses, les thromboses artérielles, les coagulopathies génétiques, les céphalées, migraines, les valvulopathies, les connectivites et les facteurs de risque cardiovasculaire. Et vous avez en rouge ceux qui sont décrits dans la HAS 2019 comme une contre-indication aux pilules œstroprogestatives, avec notamment les thromboses veineuses profondes, embolies pulmonaires, les AVC, coronaropathies, les valvulopathies cardiaques avec complications, la mutation par exemple du facteur 5 Leiden, les céphalées, migraines avec aura ou les migraines chez les patients de plus de 35 ans. Et il y a aussi l'hypertension artérielle élevée, le tabagisme chez une patiente de plus de 35 ans et les diabètes aussi compliqués. Il faut bien garder en tête qu'en pré-thérapeutique, il faut faire un interrogatoire minutieux de la patiente pour évaluer le risque thromboembolique, les facteurs de risque cardiovasculaires, personnels et familiaux et les antécédents de cancer, faire un examen gynécologique, prendre le poids, l'IMC et la tension. Et faire un bilan pré-thérapeutique avec mesure du cholestérol, triglycérides et glycémie à jeun. Donc, on vous a mis ici donc, les recommandations HAS 2019 en cas d'oubli de pilule. Donc, en cas de pilule microprogestative ou combinée. Donc, si l'oubli est inférieur à 3 heures en cas de pilule microprogestative ou 12 heures en cas de pilule combinée, il faut prendre immédiatement le comprimé et poursuivre le traitement à l'heure habituelle. Mais si ces délais sont plus importants, il faut prendre immédiatement le comprimé oublié, poursuivre le traitement à l'heure habituelle et en cas de rapport sexuel dans les 7 jours suivants, utiliser simultanément une seconde méthode contraceptive. En cas de pilule combinée, si la période de sécurité de 7 jours avec préservatif s'étend au-delà du dernier comprimé actif de la plaquette en cours, supprimer l'intervalle libre et démarrer la plaquette suivante. Et par précaution, si un rapport sexuel a eu lieu dans les 5 jours précédant l'oubli ou si l'oubli concerne au moins 2 comprimés, utiliser une méthode de rattrapage. Les contraceptions d'urgence peuvent être de 3 types, 2 types hormonaux et un type par le DU en cuivre. Dans les types hormonaux, on retrouve le lévonorgestrel avec une prise unique dès que possible, après rapport sexuel non protégé et au plus tard 72 heures après, et ce à n'importe quelle période du cycle, ou soit une prise unique du lipristal dès que possible après le rapport sexuel non protégé et au plus tard 120 jours après, ou le DU en cuivre. Donc ça, c'est les recommandations que vous retrouvez aussi qui ont été remises de la HAS 2019. Donc un petit mot sur les anti-infectieux.
Donc, on va passer vite sur les antibiotiques que vous connaissez souvent. Les points importants par grande classe médicamenteuse, les bêta-lactamines, donc comme effet indésirable, méfiez-vous de l'allergie, des diarrhées, des troubles neuraux, notamment type encéphalopathie. Ça agit sur la paroi et ça pénètre bien sans LCR urine. Les glycopeptides, dont notamment la vancomycine, effet indésirable rein-oreille, qui sont identiques à ceux des aminosides. Il y a des germes qui sont résistants naturellement aux glycopeptides, c'est les grammes négatifs, méfiez-vous. Le passage dans le LCR n'est pas très bon, sauf si l'inflammation est très importante, ça agit sur la paroi. Les aminosides, effet indésirable, à ne pas oublier reins et oreilles, donc attention, intérêt de surveiller les taux thérapeutiques. C'est les espèces naturellement résistantes aux aminosides, c'est les anaérobies et les entérocoques. Mécanisme d'action protéines. Les fluoroquinolones, méfiez-vous des pathologies tendineuses, des troubles neuraux, des allongements de QT. C'est une très bonne diffusion, os, prostate, urine, LCR. Vous savez aussi que c'est une très bonne absorption, même per-os. Mécanisme d'action, ça agit au niveau de l'ADN. Les macrolides, attention, beaucoup d'interactions médicamenteuses car ils agissent, ils sont pris en charge par le cytochrome 3 à 4. Méfiez-vous des associations. Allongement du QT, ça pénètre bien dans l'os, ça agit au niveau des protéines. Le cotrimoxazole, attention à l'allergie, le risque de l'aïeul, la tox hémato, c'est pour ça qu'on donne une supplémentation en folate. Ça pénètre bien dans l'os, dans les urines et c'est un antimétabolique. Qu'est-ce qu'il faut éviter avec les antibiotiques? Même mettre un antibiotique contre-indiqué, donc méfiez-vous, allergie terrain dans le dossier. Considérez qu'une température élevée nécessite systématiquement un antibiotique. Méfiez-vous des diarrhées sous antibiotiques, sauf si le patient reçoit de l'amoxicilline plus acide clavulanique et pensez au Clostridium difficile. Mettre un antibiotique auquel le germe visé est résistant, par exemple le C3G, si on a la listeria, mettre de la vancomycine avec un bacillogramme négatif, fluoroquinolone ou rifampicine pour des staphes métières pour lesquels ils sont statistiquement souvent résistants. Pour les antiviraux, vous avez entre parenthèses là le petit préfixe val parce que l'acyclovir, soit c'est donné comme le ganciclovir en intraveineux et c'est acyclovir, ganciclovir, soit on donne la prodrogue qui est absorbable per os et qui va être transformée en molécule active une fois ingérée et donc à ce moment-là c'est le val-acyclovir ou le val-ganciclovir. Effet indésirable de l'acyclovir, attention aux reins et à la cristallurie, germes, HSV, VZV sur lesquels ils sont sensibles, adaptés à la fonction rénale. Le foscarnet qui peut être éventuellement donné dans les infections à CMV, notamment chez les patients immunodéprimés, peut-être VIH, ça donne de l'hypokaliémie, de l'hypomagnésémie et souvent on supplémente en même temps quand on donne ce médicament. Attention, on apporte beaucoup de sel et ça donne la tubulopathie qui explique la fuite de potassium et de magnésium. Le valganciclovir ou le ganciclovir, qui est aussi un très bon médicament contre le CMV, ça a un effet indésirable hématologique au bout de plusieurs semaines. Vous avez souvent eu un début de pancytopénie. Pour ce qui est des médicaments du VIH, de manière très brève, les inhibiteurs en nucléosidique, la transcriptase inverse, ça donne une tox mitochondriale, de l'hypersensibilité, donc c'est tout ce qui est troubles neurosensoriels, troubles musculaires. Les inhibiteurs non nucléosidiques, la transcriptase inverse, ça donne des troubles au niveau du foie, de la peau, du cerveau et des interactions médicamenteuses plus. Inhibiteurs des protéases, interactions médicamenteuses avec le cytochrome 3 à 4, avec la PGP. Et pour s'en souvenir, sachez que le ritonavir, qui est un anti-VIH finalement historique, est utilisé en association pour augmenter les taux thérapeutiques d'antimédicaments anti-VIH. Les inhibiteurs de l'intégrase, c'est des troubles neuropsy et interactions. Pour les anti-VIH, ça fait que ça donne beaucoup d'interactions médicamenteuses et c'est ça qui explique qu'on oblige les docteurs à discuter ça en RCP. Les pièges à éviter, l'acyclovir, pas hydrater suffisamment et avoir une insuffisance rénale aiguë provoquée par le manque d'hydratation. Foscarnet, ganciclovir, oublier la surveillance du iono et de la NUM.
Ne pas adapter à la fonction rénale et négliger les interactions médicamenteuses, notamment avec les anti-VIH ou les anti-VHC. Pour ce qui est des antifongiques, les polyènes en phobé, ça donne des insuffisances rénales, l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie, de l'insuffisance rénale qui est amoindrie avec les formes liposomales. Les triazolés, c'est toxique au niveau du foie et c'est associé à beaucoup d'interactions médicamenteuses. Pour ce qui est des antipaludéens, la méfloquine est associée à des troubles psy, un allongement du QT. La quinine, notamment intraveineux, pensez à l'hypoglycémie, l'allongement du QT, le syncochisme, l'hémolyse. Les dérivés de l'artémisine sont plutôt bien tolérés. Il n'y a pas d'adaptation à la fonction rénale ou hépatique, donc très intéressant. Les pièges à éviter, en phobé, négligez pas la fonction rénale, triazolé, attention aux interactions médicamenteuses et les associez pas avec des statines, risque d'interaction médicamenteuse importante. Ne pas surveiller la glycémie, l'ECG, la quininémie si vous mettez de la quinine IV. Pour les anti-inflammatoires et les stéroïdiens et non stéroïdiens, on va passer assez vite parce que vous connaissez bien. En pratique, vous avez les AINS, les anti-inflammatoires et les immunomodulateurs et immunosuppresseurs. Pour ne pas dépasser trop, je vous laisse voir cette diapo que vous connaissez bien sur les AINS. Attention aux effets indésirables, saignement, hémorragie, méfiez-vous, atteinte hépatique, méfiez-vous, attention à l'insuffisance rénale fonctionnelle induite par la prise d'AINS, surtout si elle est associée à d'autres médicaments qui peuvent donner de l'hypovolémie, par exemple des diurétiques. Pour les corticostéroïdes, vous connaissez bien les effets indésirables en général. Attention, quand vous associez d'autres médicaments, par exemple les corticoïdes, ça donne de l'hypokaliémie. Si vous avez des diurétiques de Lens en plus, attention aux troubles induits par l'hypokaliémie. Attention à l'équilibre glycémique. Pour ce qui est des immunomodulateurs, immunosuppresseurs, tous peuvent favoriser les infections, d'où la grande flèche. Si on prend les grandes classes, les anticalcinorines, cyclosporines, ça peut donner en plus des infections de l'HTA, de l'insuffisance rénale, des troubles neuro. Tacrolimus, insuffisance rénale, troubles neuro, risque tumoral théorique également. Les inhibiteurs de mTOR type everolimus et sirolimus, ça peut donner de la pneumopathie. Les antimétaboliques type métaux, c'est beaucoup les anémies mégaloblastiques. Immunomodulateurs, anti-TNF, c'est surtout infection. Anti-CD20, c'est de l'infection qui est d'autant plus importante quand il y a de l'hypogamma. Et les interférons, même s'ils sont un petit peu historiques parce que en perte de vitesse, c'est souvent dépression, troubles neuropsychiatriques. Les anticancéreux, on a fini dans 5 minutes, mais pour l'ophtalmo, on a commencé un peu en retard au précédent. Donc voilà, on va être ça. Alors, pour les anticancéreux, donc, on retrouve différentes classes, donc notamment les alkylants, les platines, les antimétaboliques, les poissons du fuseau, les inhibiteurs de topo et les anthracyclines. Il faut garder donc en tête que les alkylants, on a le cyclophosphamide et l'ifosfamide, qu'ils sont responsables, ils sont émétisants et responsables d'une myélotoxicité et aussi de toxicité secondaire de type leucémie secondaire et de toxicité aussi vésicale à partir d'une certaine dose. Les indications donc, sont notamment dans le cancer du sein et aussi en hématologie. Ensuite, on a les platines, où on a 3 sortes, le cisplatine, le cardoplatine et l'oxaliplatine. Il faut savoir qu'ils ont des effets secondaires qui sont tous les 3 différents. L'oxaliplatine donne des neuropathies, le cardoplatine a une grosse tox hémato, notamment plaquettaire, et le cisplatine est responsable d'insuffisance rénale aiguë, d'autotoxicité, de neurotoxicité et aussi est extrêmement émétisant. Les indications, elles sont assez larges. L'oxaliplatine, gardez en tête que c'est principalement dans le cancer colorectal, dans les cancers digestifs. Le carboplatine, beaucoup en gynéco. Et le cisplatine, c'est beaucoup aussi dans le poumon. Ensuite, on a les antimétabolites, notamment avec le méthotrexate, le 5-FU, la capecitabine et la gemcitabine. Ils vont avoir des effets indésirables qui vont être en fonction de chaque molécule. Le méthotrexate donne des insuffisances rénales aiguës et peut aussi donner des pneumopathies. Il est surtout donné en hémato,
et dans les sarcomes. Le 5-FU, la capecitabine, donne plutôt un médicament qui est plutôt correctement toléré, mais il faut penser au spasme coronaire, au syndrome main-pied et aussi aux diarrhées. Et il est surtout donné dans les cancers colorectals et aussi dans les cancers digestifs. On a ensuite la gemcitabine, qui est une drogue qui peut donner des pneumopathies, un syndrome post-grippal, et qui est surtout donnée dans le cancer du poumon, du sein et aussi en gynécologie. Par la suite, dans les poisons du fuseau, on a le paclitaxel, docétaxel, vinorelbine, qui sont des médicaments qui vont donner des neuropathies et aussi une toxicité hémato avec des neutropénies. Ils sont donnés dans le cancer du sein et de la prostate notamment. Et ensuite, on a les inhibiteurs de topo 1 avec l'irinotecan, attention aux diarrhées et aussi à la neutropénie, qui est surtout donné dans les cancers colorectals et dans les cancers digestifs. Et l'inhibiteur de topo 2 avec l'étoposide, qui lui est pourvoyeur de leucémie secondaire et qui est donné dans le cancer bronchopulmonaire à petites cellules et dans les tumeurs germinales. Et ensuite, on a les anthracyclines. Attention, pensez aux tox cardiaques. Et les indications, c'est surtout dans le sein. Ensuite, on a les hormonothérapies. Donc là, on est un peu en retard. Donc là, vous avez tous les rappels sur cette diapo. Et les thérapies ciblées avec les inhibiteurs de GFR, d'HER2, les anti-angiogéniques et les immunothérapies anti-PD1, anti-PDL1. Donc les choses à retenir, c'est envoyer le patient au sécos en consultation de fertilité s'il est en âge de procréer, rechercher un déficit en DPD avant l'introduction de 5-FU ou de capecitabine, évaluer la FEVG avant les anthracyclines et avant les thérapies ciblées HER2. Il faut hydrater en cas de cisplatine, alcaliniser, hydrater en cas de méthodose, donner du mesna hydraté en cas de diphosphamidoctose. La radiothérapie ne doit pas être associée à la gemcitabine dans les 3 semaines post-injection. Et il faut éviter bien le flare-up avec les agonistes de la LHRH dans le cancer de prostate. Et les tox d'immunothérapie peuvent être au maximum traités par les corticoïdes en cas de grade 3. On vous remercie et comme vous allez être les futurs internes, on voulait vous dire de penser à la FST de pharmaco et thérapeutique. Vous avez vu, c'est super, c'est hyper transversal comme matière et vous comprendrez tout ce que vous faites. Donc, vous êtes les bienvenus pendant votre internat et on a des stages ici au CIC Neurosciences et voilà. Et vous